RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Heureux de vous retrouver après ce match de la 33e journée et cette victoire précieuse des Crocos vendredi soir au Costières face au Football Club d'Istres sur ce score de 1-0. But de Vincent Granic. Une actualité très importante pour le club qui, vous le savez, entend se maintenir cette saison en Ligue 2. La lutte va être très serrée d'ici jusqu'à la fin du championnat. Pour évoquer cette actualité, non pas le 12e homme, même si c'est lui qui a favorisé cette belle affluence vendredi soir au Costières avec 7148 spectateurs. Il s'agit du 12e président de l'histoire de Nîmes Olympique, Jean-Marc Conrad. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau de Croco Hebdo. Plateau que vous connaissez bien, puisque vous étiez déjà venu à l'époque de Télémiroir, oui, notamment lors de nos émissions AC Hebdo. C'est vrai, c'est vrai. On est ravis de vous retrouver ici à votre nouvelle qualité de président du Nîmes Olympique depuis le 9 avril dernier. Face à vous, Jean-Marc, on retrouve nos consultants. Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Président. Ainsi qu'Olivier Martinez, bonsoir. Salut à toutes et à tous. Allez, Olivier, on va rester sur vous avec l'épreuve, quasiment le châtiment quasi hebdomadaire pour Olivier Martinez. Va-t-il trouver cette semaine la photo d'un ancien joueur du Nîmes Olympique? Alors regardez, cette photo, elle vous est toute offerte, Olivier. On a décidé de faire une légère variante sur ce qui est habituellement le joueur mystère. Là, on s'est adapté un petit peu à notre invité de ce soir. C'est un ancien président qui est parmi nous, très précisément le 5e de l'histoire du Nîmes Olympique. Voilà. Je pense que chacun d'entre vous a une petite idée. Il a un sourire malicieux. Si, là, il a. Je crains le pire. Bah écoutez, on va immédiatement attaquer cette émission avec déjà président, une première question. On l'évoquait, 7148 spectateurs. C'est vrai que l'opération 12e homme, pour une première, a été plutôt un joli succès, vu que c'est, à ce jour, la plus grande influence de l'année au Costières. Bah écoutez, tant mieux, c'est encourageant pour l'action que nous avons menée. Et c'est vrai que là, on a senti que, globalement, il se passait quelque chose en ville, ou sur la métropole, ou sur le département. Et on a vu que le public était capable de répondre présent quand on le sollicitait. Donc, pour moi, ça me satisfait. C'est vrai que c'était ma première en plus en tant que président, donc c'est quelque part une grande satisfaction. Avec cette victoire à 1-0, le peuple nîmois qui s'est mobilisé en faveur de son équipe pour ce derby. On voit ici la préparation, je dis derby parce que c'est les voisins Bucco, Rodaniens et les Istréens qui nous viennent de terre d'Ouest Provence, avec quelques anciens noms bien connus du côté des violets et blancs et noirs, avec notamment Sédou Koné, l'ancien meilleur buteur du championnat national. C'était lors de la saison 2011-2012, lors du titre de champion de France acquis par l'équipe coachée à l'époque par Thierry Froger. Et puis Olivier, d'autres anciens noms, notamment un certain Cyril Jeunechamp, qui fut l'un des finalistes de l'épopée des Nîmois en 96 et qui était attendu aussi au Costières. Oui, Cyril Jeunechamp qui a eu un traitement un peu particulier, que l'on peut regretter quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est Nîmois, qu'il a été formé au club. Après, j'ai trouvé qu'il y a eu quelques excès qui n'avaient rien à faire sur le stade. Après, lui, il a mal réagi, c'est son problème à lui, mais c'est vrai qu'il méritait quand même un meilleur accueil, même s'il est passé par la paillade et on connaît les antécédents. Ça n'empêche pas que c'est un joueur nîmois, formé au club, et qu'on ne doit pas oublier ça, surtout quand on a fait une finale de Coupe de France. Et on n'a pas eu des si grands moments que ça ces dernières années. Il ne faut pas l'oublier, il en a fait partie. Donc voilà, il faut quand même respecter ce joueur qui est un pur produit. Ouais. Alors comme vous avez vu, Olivier, tout de vert vêtu avec un ancien maillot du Nîmes Olympique. Jean-Marc Conrad, comment vous avez vécu cette première au Costières? Il y avait cette volonté d'aller sur le terrain, de tâter l'ambiance, d'être au cœur même de ce club que vous présidez? L'idée étant mobilisé, tous mobilisés, et ayant appelé à la mobilisation générale, j'étais le premier à être sur le terrain avec les joueurs, parce que je pense que pour être un président proactif dans ces moments-là, il faut être avec eux et non pas au-dessus d'eux, quoi. Donc je l'ai un peu géré comme ça. Ça a été une première difficile, parce que c'est vrai que c'était, je pense, un des matchs les plus difficiles de ma carrière de président. Stressant? Ouais, sincèrement, c'était très stressant. J'ai fini un petit peu sur les jantes.
Allez, on va regarder le 11 aligné par René Marsiglia vendredi soir au Costières avec aussi un match avec une saveur spéciale pour l'ancien Istraien Riyad Nouri qui avait été titularisé en pointe. Confiance réaccordée au Béninois, à Moritala Ola Ogunbi. Pour le reste, pas trop de changements, si ce n'est Jonathan Parpex qui retrouvait son poste de milieu défensif. C'était un joli clin d'œil aussi de René Marsiglia pour saluer le travail de Jonathan Parpex depuis son retour de blessure, Olivier. Et première association avec Kovacic. Avec Nenad Kovacic. On ne savait pas trop où on allait avec ces deux joueurs qui ont le même registre un peu de jeu. Donc c'était quand même une inconnue, mais bon, quand on connaît les deux joueurs et leur mentalité, on savait qu'en milieu de terrain, ils ont souffert, parce que face à eux, il y avait quand même du lourd. Avec, et de l'expérience. Avec un mec comme Leroy qui est fantastique encore à son âge. C'est très difficile, mais ils ont su être solides autant défensivement qu'en milieu de terrain. Et voilà. Donc, regardez justement bon. l'équipe proposée du côté istrien avec Sédou Koné qui était titularisé alors que depuis à peu près un mois, le buteur ivoirien était plutôt sur le banc, il finissait les rencontres plutôt qu'il ne les débutait. Puis vous y faisiez référence, Olivier, Jérôme Leroy, capitaine de cette équipe istréenne, avec quelques jolis noms, Patrick. Et là encore, on y revient peut-être avec René Marsiglia tout à l'heure. Istres fait partie de ces équipes qui ne sont peut-être pas à leur place quand on voit le caractère et la personnalité de son effectif. Ah oui, c'est une belle équipe qui joue bien au football. En plus, on a vu avec Koné, c'était sûr qu'il allait le faire débuter, Frédéric Arpinon, et sachant qu'il avait joué à Nîmes, il était parti un peu pas trop en trop bonne disposition. Jeune Champ, qui m'a surpris, c'est vrai que c'était un grand joueur, mais qui pète les boulons comme ça, c'est quand même, malgré, avec le métier qu'il a, on doit quand même arriver à se maîtriser. C'est dommage parce que ça enlève un petit peu toute la belle carrière qu'il a fait derrière lui. Et après, c'est vrai que Jérôme Leroy, il nous a régalé. Et moi, c'était un joueur que j'aurais aimé voir en Nîmes Olympique parce que je crois que lui, c'est un plus dans le championnat. Je crois qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui survolent en Ligue 2 et il fait partie de ces joueurs à 40 ans, faire ce qu'il fait encore, grande classe. Ce qui méritait d'être dit. On va revenir en image sur les temps forts de ce match de la 33e journée au Costières entre le Nîmes Olympique et Istres. Istres qui évoluait en blanc et noir. Le Nîmes Olympique qui évoluait dans ses couleurs traditionnelles avec, à la 2e minute, une première alerte sur une belle combinaison en triangle et ce tir de Keita arrêté par Cyril Merville. On l'a dit, Istres était venu au Costières, Jean-Marc, pour, entre guillemets, tuer le match et peut-être tuer ce soir même le Nîmes Olympique dans sa course au maintien. Bien évidemment que si nous avions perdu, la donne aurait été complètement différente. Et je crois que Cyril a donné le tempo et a sauvé l'équipe, parce que si nous avions été menés 1-0 à la 2e minute, là ça voulait dire que nous aurions couru après le score tout le match, et on a vu que l'équipe était fébrile en démarrant quand même globalement. C'est des matchs en jeu, ça, donc on a senti tout au long de la semaine, et on a travaillé sur ça, on a fait de la pédagogie, de la psychologie, sur le fait qu'il ne fallait pas être absorbé par la peur du vide, en fait, parce que les petits, ce qui les tétanise, c'est ça, c'est la peur du vide, et c'est qu'est-ce qui va se passer après si jamais on gagne pas, quoi. Et Cyril a su, avec son expérience, être performant. Et on sait que Cyril Merville, quand il est performant, il est vraiment performant. Donc ça, vous êtes bien placé pour en parler. Et je suis bien placé pour ça. Le portier de la CA durant cette période de montée. On va revenir sur ce laps de temps nécessaire, c'est vrai, pour les Nîmois, pour rentrer pleinement dans la partie. 20 minutes plus tard, un petit peu moins, 19 minutes plus tard, il y a eu cette belle réaction nîmoise avec une occasion de but. Vous allez voir ce ballon récupéré par les Crocos qui va être bien ramené dans l'axe du terrain, qui va trouver Ousmane Sissoko. Et là, le but est ouvert et c'est le dénommé Cyril Jeunechamp, Patrick, qui va se sauver alors que Ousmane Sissoko avait la balle d'ouverture du score. Il avait fait le plus difficile, il n'a pas su canaliser un peu son énergie, il a été un peu trop rapide, et il avait le temps peut-être, enfin c'est facile à dire après coup, et Jeunechamp est bien venu couper la trajectoire de la balle. Bon, ça il a du métier, on ne peut pas y enlever ça, Cyril. Et puisque vous évoquiez le caractère décisif des parades de Cyril Merville à la demi-heure de jeu, il y a eu aussi un autre temps fort en faveur des joueurs provençaux, vous allez le voir. Cette balle de but de bas, admirablement détournée par le portier Croco Cyril Merville, qui d'une main très ferme, là encore, va s'illustrer. C'était important, Olivier, une telle intervention à un moment où, c'est vrai, les Nîmois, en encaissant un but, auraient pu véritablement douter, bafouer leur football. Surtout quand vous ratez, j'ai envie de dire, entre guillemets, l'immanquable, parce que Sissoko, il a 2 solutions. Soit il fixe le gardien, ou même Jeunechamp, parce qu'il a le temps.
soit il peut la donner, je ne sais plus qui est à côté de lui, mais il peut la donner, donc on doit marquer sur cette action. C'est impossible de ne pas marquer là-dessus. Donc là, on sent qu'on est sur la lignée comme des autres matchs, c'est-à-dire fébrilité offensive. On ne marquera pas, donc au moins ne pas en prendre. C'est vrai que Merville, dans ce registre, il a été monstrueux parce qu'il est clair qu'on a déjà marqué. Si on prend un but en première mi-temps, je ne suis pas sûr qu'on ait moyen de revenir. Et puis, quelques minutes plus tard, 3 très exactement, il y a eu ce petit rappel de ce que fut par exemple l'association entre Riyad Nouri et Vincent Granic l'an passé, avec là encore un ballon bien récupéré par les Crocos. Et une double occasion, tout d'abord sur cette frappe de Riyad Nouri détournée par le gardien istrien Balijon, et ensuite la reprise de Vincent Granic. Il s'en est fallu de peu. On le voyait, c'était quand même âprement discuté de part et d'autre, Patrick. Oui, puis donc on a eu les occasions quand même. C'est vrai que bon, après le gardien fait encore une belle sortie. Mais c'est vrai que Vincent Granic, comme on le disait au départ, il a un petit peu. Puis après, par la suite, il a quand même son métier. C'est un joueur lui aussi qui s'est donné le là à l'équipe. Il faut le mettre dans ses dispositions. Il faut savoir qu'il faut jouer pour lui parce que c'est le seul joueur actuellement au niveau olympique qui est capable de donner des ballons et puis de concrétiser aussi, puisqu'on l'a vu après sur le but qu'il a marqué. Et Vincent Granic qui est en passe de redevenir le meilleur buteur, qui est à un but de Samir Benmeziane avec 9 réalisations. L'attaquant nîmois n'a plus qu'un but d'avance sur Vincent Granic, qui, vous allez le voir, quelques minutes avant le repos, a encore eu 2 ballons très très chauds dans la surface de réparation istréenne. Et à ce moment-là, Jean-Marc, on se disait que c'était quand même bien mal payé que les Nîmois rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. Oui, parce qu'on se disait, la série continue, avec un peu plus d'application, honnêtement, et de lucidité. On devait au minimum mener à 0. Et comme on sait qu'on est souvent plus performant sur une mi-temps que sur l'autre, on se disait, j'espère que ce n'est pas le temps fort et que ce n'est pas la première mi-temps qui sera le temps fort du match. Et on s'est mis à douter, quoi. Je pense qu'il y a eu une bonne causerie à la mi-temps, il y a eu de bonnes choses qui se sont dites, et par le coach à la fois, et entre eux. Donc ça a eu un effet relativement positif. On évoquait votre regard sur cette équipe du Nîmes Olympique. Ce regard, ce n'est pas le premier que vous avez. Depuis combien d'années vous êtes un spectateur attentif des Nîmois ? Depuis 4 ans, je dirais vraiment, depuis 4 ans. Depuis que j'ai quitté Arles, je suis toujours venu aux Costières, j'ai toujours été supporter de Nîmes Olympique, parce que c'est vrai que c'est un stade où on sent des vibrations et des ondes qui sont quand même très très positives. J'ai aussi des amis, et des partenaires, amis, donc ça m'a permis d'y passer des bons moments. C'est quelque chose qui s'est construit progressivement dans votre esprit, le fait d'acquérir le club ? Je dirais qu'entre le Nîmes Olympique et moi, c'était déjà à moitié fait, puisque moi j'étais d'accord. Et qu'après, il a fallu que les choses se mettent en place, que tous les éléments soient réunis et toutes les conditions soient réunies pour que ça se fasse. Voilà, il y a eu un temps de maturation, il a été de 4 ans. Mais écoutez, plus c'est long, plus c'est bon. Donc on va essayer de faire en sorte de se délecter de cette fin de saison, de se maintenir en Ligue 2 et après de ne donner que du plaisir. Ça a pris un effet du temps, il y a quand même eu des faits d'actualité sur la vente du club. Comment vous avez vécu l'épisode en décembre dernier avec finalement la vente manquée du club à Christophe Mayol ? Je ne l'ai pas ni mal vécu ni bien vécu, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Je savais que Jean-Louis Gazot était en discussion avec lui, qu'il était prioritaire parce qu'il a toujours eu cette qualité, Jean-Louis, de ne traiter les dossiers que les uns après les autres, alors qu'il aurait pu aisément les traiter tous en même temps. Voilà, parce que je pense qu'il a toujours eu la volonté de faire bien pour son club et de donner le flambeau à quelqu'un qui était capable de... Alors après, je pense que là, il a été un peu usé, abusé par sa gentillesse et par des gens qui étaient autour du club, qui ne voyaient que leurs intérêts et non pas l'intérêt général. Bon, et au bout du banc, l'affaire est tombée à l'eau et voilà. Et donc nous on était là, ça nous a revigoré. Ça a été un déclencheur aussi pour vous relancer dans l'acquisition ? Oui, je pense que ça a été un déclencheur plus pour M. Gazot que pour nous, parce que nous on avait envie. Et je pense que là, il s'est dit à un moment donné, c'est vrai que il a été au bout du dossier que l'on avait présenté, qu'il n'avait pas consulté dans sa totalité, quoi.
Est-ce que c'est difficile de reprendre un club en cours de saison avec la menace d'une relégation? C'est très difficile. C'est même, c'est juste normalement impossible, infaisable, irraisonnable, ou pas raisonnable, ou irresponsable. Bon, j'ai tout entendu, hein, bien évidemment, mais je pense que ça reflète un peu aussi les gens que nous sommes et le président que je suis. C'est rempli d'audace, ne pas avoir peur. Celui qui a peur, c'est un peu heureux. Hein. C'est courageux. Donc, et finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Comme tout le monde nous prédit l'enfer, eh bien écoutez, on va essayer, nous, de gagner le paradis. Et ça voudra dire que si nous y arrivons sur ce laps de temps très court, ben, on aura déjà écrit quelque chose ensemble. Et donc on partira sur un socle d'émotions et d'histoire. Et finalement, ce qui relie les hommes, les supporters, les partenaires, le club, la ville, la métropole, le département, c'est les souvenirs. Et donc nous allons déjà avoir des souvenirs ensemble, alors qu'on nous aurons fait qu'un mois et demi ensemble. Oh. Ce que je voudrais rajouter, c'est un peu comme quand on change de coach. Là, c'est un change de président, c'est le choc psychologique, puisqu'on l'a vu, hein, on s'est ronronné, même Jean-Louis il a fait faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de sauver le club. Je crois que c'est au bon moment qu'il est arrivé, Jean-Marc, pour redonner un autre souffle au niveau olympique. Je crois que c'était hyper important pour la suite de la saison. La preuve, en gagnant le match, on se replace. Ça fait que toutes les billes sont entre les mains des Nîmois. Et notamment entre les pieds des footballeurs nîmois qui se sont illustrés. Vincent Granic à la 67e minute, c'est le but de la partie vendredi soir au Costières avec ce service millimétré de Riyad Nouri. Un énorme travail. La tête victorieuse du meneur de jeu et ancien meilleur buteur nîmois. Regardez, techniquement, Olivier, c'était un régal pour les yeux. Non mais Nouri, on sait qu'il est capable de ça, il est monstrueux à ce niveau-là. Après Granic, j'y tire mon chapeau aussi parce qu'on se rappelle en premier mi-temps, on les a vus, il a raté quand même une double occasion. C'est-à-dire qu'il rate sa reprise de volée et puis derrière il rate un immanquable, un mètre des barres, le gardien est couché, il lui tire dessus. Et là on se dit Granic, aujourd'hui c'est pas son soir, il sera pas. Et là il arrive à sortir une tête qui donne les 3 points au Nîmois et qui soulage tout le monde. Et chapeau parce que c'est un gars qui est toujours décisif et on en a besoin. Et le dernier quart d'heure de la partie a été difficile à gérer. Il fallait bien repousser les assauts des hommes de Frédéric Arpinon. En tout cas, c'est vrai que, regardez, les occasions n'ont pas manqué. Heureusement, il a manqué à la fois de précision, Patrick, et aussi Cyril Merville, là encore, a su être décisif jusqu'au bout des 80 minutes. Elle était dure quand même, la reprise de Koné, parce qu'elle arrive de derrière. Ah, mais disons qu'il était venu sur son pied gauche. Hein. Mais je crois que là aussi, il y a eu ce regain encore d'âme. Ça a été la rentrée quand même de Ripard qui a fait un bien énorme à l'équipe. Parce que bon, à l'heure de jeu, encore à l'heure de jeu. Je crois que c'est lui qui ça a dynamisé un petit peu l'équipe parce qu'il est rentré comme il fallait. Pour un jeune, en plus, un joueur du cru. Et le public derrière a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je crois que si on a marqué ce but, c'est un peu grâce à cette rentrée, même s'il n'a pas pesé énormément sur le jeu, mais l'impact psychologique a été exceptionnel. J'ai rarement vu dans un match la tournure, on a discuté avec Olivier, cet harcèlement qu'il a fait, ça a donné un tonus supplémentaire, une âme supplémentaire à l'équipe. Et tant mieux, hein. Ça c'est le beau choix du coach. Il a fait le pressing à lui tout seul. Et ça a aussi permis à Riyad Nouri de retrouver son aile droite. Tout à fait. C'est pour ça que c'est... Et le duel Poulain-Koné qui a tourné à l'avantage de Poulain, on ne le dit pas, mais Poulain il a été monstrueux sur Koné et ça a été aussi une des clés de la rencontre. Et il a été monstrueux, pour reprendre vos termes également en termes de conservation de balles. Ça a amené bien cette faute de Cyril Jeunechamp, ça fait partie aussi des faits de match. Et voilà, regardez Benoît Poulain qui conserve le ballon et qui oblige un ancien Coco à commettre et là il a compris ceci. Il avait déjà les abeilles qui étaient parties. Et là, je peux vous dire que la bronque a redoublé. Et puis, il y a eu un petit geste malheureux d'énervement, sans doute du fait du traitement réservé à l'ancien. Je crois qu'il a été très déçu, Jeunechamp, c'est-à-dire il avait quand même débuté à Nîmes, il doit beaucoup à Nîmes Olympique, et d'avoir été reçu comme ça, parce que bon, il a joué aussi à Montpellier, bon, ça fait partie, c'est vrai qu'on n'aime pas trop les Montpellierais, mais de là à être pris en grippe comme il a été pris en grippe. Pas trop, vous êtes dans la nuance, pas trop. Pas trop, mais bon, il faut pas exagérer, et je crois que c'est ce qui l'a le plus vexé. Ouais. Allez, on va revenir sur les enseignements de cette partie avec les réactions du côté de la salle de presse et celle du coach istréen, Frédéric Arpinon. Je dirais que Nîmes a fait un vrai match pour se maintenir, un match de coupe. Nous, on a joué comme on joue d'habitude, c'est-à-dire qu'on a joué et à l'arrivée, c'est souvent comme ça depuis le début de saison, quoi. Voilà.
C'est une baisse de régime, je sais pas, non, c'est un petit peu voulu aussi, c'est d'être peut-être un peu plus solide, mais bon, on s'aperçoit que quand on est un peu plus solide, on est contre nature et puis on n'est pas à l'abri d'un coup du sort, quoi, parce qu'en seconde mi-temps, on n'y met pas dangereux, quoi. Il y a eu, ils avaient cette envie, cette détermination de faire un résultat, mais ils sont pas dangereux. Je les ai trouvés plus dangereux en première mi-temps et pourtant on avait la maîtrise du ballon. La déception du coach provençal avec une autre réaction, celle des joueurs du Nîmes Olympique, notamment Jean-Alain Fanchon et Nenad Kovacevic, qui faisaient référence à cet état d'esprit auquel que nous évoquions tout à l'heure avec Jean-Marc Conrad. Il s'agit de la mobilisation générale de l'effectif pour aller chercher cette victoire. Écoutez-les. Avant le match, j'ai eu un discours parce que voilà, on est toujours là entre nous à essayer de se motiver, à beaucoup parler avant les matchs, à dire ce qu'on doit faire. Et moi, je leur dis maintenant, à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler et qu'on monte sur le terrain. Et je pense que ce soir, ils ont bien écouté, entendu le message. Et je pense que ce soir, voilà, on a fait, même si c'est pas un grand match comme peut-être les spectateurs attendent, mais voilà, le résultat, c'est le plus important. Et voilà, je pense que ces 3 points, ils vont un peu nous faire du bien parce que voilà, on commence à recoller. On se relance pour le maintien avec plus qu'1 point de retard. On a eu une période compliquée, mais comme il a dit, on a beaucoup parlé avant le match. C'est un résultat qui est plus important. Je pense que notre qualité, c'est quand on a eu problème, on a resté solidarité. On a donné tout pour le gagner 3 points. On n'a pas fait peut-être un match extraordinaire, mais le résultat c'est plus important. Notre seul ennemi, c'est nous. Quand on est dedans, quand on fait les efforts, quand on est tous ensemble, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent rivaliser avec nous. Après, c'est à nous de faire les matchs, on va dire comme ce soir. Même si c'est pas un match exceptionnel, je répète, mais voilà, l'essentiel maintenant, c'est tous les matchs qui nous restent. Maintenant, c'est les 3 points qu'il faut et c'est ça le plus important. Mobilisation générale, on reviendra en seconde partie de l'émission sur la réaction de René Marsiglia, le coach nîmois, mais ça fait plaisir de voir les joueurs qui ont pris conscience de la gravité de la situation et de trouver les méthodes et les manières pour remédier à cette passe qui était assez stérile en termes de victoire. Je pense que c'est pas de trouver des méthodes, c'est qu'à un moment donné, il y a un phénomène de concentration. Et si la concentration est générale, et c'est ce que j'explique aux joueurs, si chacun d'entre vous fait 10% d'efforts supplémentaires, comme vous êtes à 10 sur le terrain, on joue à 11 joueurs de champ, voilà, et plus un gardien. Donc on est un de plus. Et c'est juste, c'est rien. Et la réussite, comme l'échec, c'est une succession de détails mis bout à bout qui font que on sera plus performant et meilleur, parce qu'on voit que ça tient à rien. Toutes les équipes aujourd'hui peuvent battre tout le monde. Donc on a joué contre Istres, qui était juste une place devant nous. Vous avez vu l'équipe que c'est, qui sait jouer au football, qui a vraiment des qualités intrinsèques. On a vu hier Châteauroux contre Lens, qui effectivement, il n'y a rien entre les deux, alors que c'est le 2e contre le 17e. Donc je pense que le championnat il est comme ça. C'est le supplément d'âme général qui va du président jusqu'au balayeur, si je puis dire, qui fera qu'on sera plus performant et qu'on se sauvera dans ce championnat. D'où l'importance de la valeur ajoutée. Ça méritait d'être dit. On va observer une courte pause dans cette émission Croco Hebdo. Et puis on se retrouve avec le président du Nîmes Olympique, Jean-Marc Conrad, Patrick Champ et Olivier Martinez pour la seconde partie de cette émission. Croco Hebdo, la suite, les prolongations avec des interrogations quant à l'identité de la photo mystère, non pas d'un joueur, mais d'un président du Nîmes Olympique. Olivier Martinez va un petit peu mieux, il était prêt à être suspendu pendant 2 émissions s'il ne le trouvait pas. Il a quand même consulté, je vous le dis quand même, pendant la pause pour être sûr de lui. Regardez, voilà. Allez, on vous aide, c'est quelqu'un qui officie à Nîmes aussi dans une qualité très importante. Comme Jean-Marc. Celle de maire de la ville, oui, parlementaire aussi. Il a siégé au Palais des Bourbons, à l'Assemblée nationale en sa qualité, à l'époque de député de la première circonscription du Gard. Allez, on va revenir aux réactions d'après-match du Nîmes Olympique face à Istres avec, vous allez le voir, la satisfaction très mesurée du coach Croco, René Marsiglia. On n'a pas vu un match de 2 équipes qui étaient
en proie avec des difficultés au niveau du classement. Moi, je crois qu'il faut les féliciter toutes les deux. Je pense qu'ils ont mieux commencé que nous quand même. Dans les enchaînements, c'était plus limpide, mais bon, comme il avait dit, c'était nous qui avons beaucoup à perdre et eux qui avaient tout à gagner. Donc je l'explique un peu pour ça, mais après petit à petit les choses se sont équilibrées. Et moi je donne un grand coup de chapeau parce qu'on fait les beaux comme ça avant les matchs, mais on savait que c'était un match qui était quand même assez important, même si on fait tout pour dédramatiser, pour positiver. Je crois que les joueurs ont montré beaucoup de cran, beaucoup de sang-froid, et que les choses qu'on avait prévues de faire se sont passées. Et moi je tiens à les féliciter. Félicitations de la part de René Marsiglia, ces joueurs qui a aussi tiré un coup de chapeau à Vincent Granic pour son apport et puis aussi le côté décisif, bien évidemment, de son coup de tête. Ouais. C'est rare qu'il met... C'est la première fois depuis son arrivée à Nîmes, en effet. Très très rare qu'il mette le joueur en valeur. En revanche, quelque chose qui n'est pas rare dans les habitudes de l'entraîneur nîmois René Marsiglia, c'est de ne pas se projeter au-delà du prochain match, en tout cas de la rencontre qui l'intéresse. C'est la fameuse maxime footballistique du match les uns après les autres. Ça va se vérifier ici dans la réponse de l'entraîneur Croco. Mais maintenant, toutes les pensées sont dirigées non pas vers le prochain match à domicile du Nîmes Olympique, mais bel et bien du côté de Gaston Gérard avec le futur déplacement à Dijon. On l'écoute. 6 matchs. 6 matchs, moi, voilà, je vais sortir de la salle de presse, je suis déjà sur le match de Dijon, alors Laval c'est encore loin pour nous, quoi. Donc on avalera les matchs les uns après les autres, parce que maintenant, toutes les séries, ce qu'on avait mis en place, c'est un peu loin, il faut les jouer les uns après les autres, il faut se mettre dans la tête de réussir le meilleur match possible à Dijon, et Laval c'est pour moi... encore lointain, quoi, parce qu'il va y avoir des matchs entre, il faudra regarder les résultats des autres. Mais si on s'occupe de nous, peut-être que le match de Laval, il pourra être joué dans un autre état d'esprit, un autre challenge, pourquoi pas. Et puis il y aura un autre match à domicile au Costières, ce sera face à Brest, là aussi match très important pour le Nîmes Olympique, ce sera après ce déplacement à Dijon. On l'a noté là pendant cette pause d'image, messieurs, Jean-Marc Conrad, l'entraîneur nîmois René Marsiglia évoque ces 6 matchs parce que c'est très important de mobiliser sur tous les possibles de cette fin de saison, avec notamment ce dossier qui va être défendu devant le CNOSF sur le match perdu sur tapis vert en appel face à Caen. Tout à fait. La requête a été déposée vendredi. Nous attendons de savoir quand nous allons être entendus, donc très certainement jeudi ou vendredi. Et nous aurons la réponse immédiatement. Donc ça voudra dire de toute façon qu'il n'y a que 2 dates où nous pourrons jouer. C'est ou le 29 ou le 13 mai. Voilà, donc bien évidemment, nous on va proposer le 13 mai parce que le 29 c'est beaucoup trop tôt. Mais bon, à caractère exceptionnel, jugement exceptionnel, caractère exceptionnel, pourquoi pas jouer... voilà, moi j'ai même proposé qu'on le joue après Créteil, comme ça au moins c'est... du bonus. Mais non, mais au moins... ça apporte une part de suspense sur la fin du... En tout cas, on fera tout ce qui est en nos pouvoirs pour jouer ce match, parce que l'équité sportive doit être respectée. Vous avez bon espoir qu'il soit rejoué ce match ? Bien sûr, bien sûr. Selon notre avocat, il dit qu'on a 9 chances sur 10 pour que ce match soit rejoué. Donc, j'ai pas de raison de ne pas le croire. Ouais, je crois qu'il a raison, parce que le CNOS, c'est le truc sportif. Bon, si on se réfère au co-sportif, voilà, c'est un truc en dehors du sportif, puisque c'était le pilote qui n'a pas voulu prendre le risque de partir. Donc, ils se sont retrouvés navis de pouvoir partir. Donc, je crois que le match devrait se jouer. Voilà. Et puis, imaginons un instant que le pilote prenne le risque de décoller. Et qu'il arrive un accident, on aurait dit quoi? On aurait dit qu'il n'aurait jamais dû décoller et qu'on était fou de faire ça. Donc... C'est un argument qu'ils n'ont pas voulu recevoir. Non, mais c'est idiot. Le fait qu'il y avait 30 personnes dans l'avion, on dit non, mais ça on ne veut pas savoir. Il y a eu déjà assez de catastrophes comme ça. Je pense que la décision a été prise. Bon. Après, je pense que ce qu'ils regrettent, c'est qu'on ne soit pas parti la veille. Voilà. Ça, après, c'est un autre débat, mais chacun après s'organise comme il veut. Mais on n'est pas obligé de le faire. Après, il faut juste rappeler quand même que quand nous sommes montés dans l'avion, tous les feux étaient ouverts pour atterrir. Donc c'est en cours de route que la météo a évolué. Après, c'est le pilote qui n'a pas voulu prendre le risque. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi Tapi et Bourgoin avaient passé leur brevet de pilote. C'était pour dire, bon, on écarte le pilote, on atterrit, on est sûr. Voilà.
Le pilote est en effet le seul maître à bord. Allez, on va revenir sur les résultats de cette 33e journée de Ligue 2. Match nul entre Arles et Laval, un but partout. Tout comme entre Clermont et Angers ou encore hier soir entre Châteauroux et Lens. La partage des points également entre le Havre et Tours, 2 buts partout. Victoire précieuse de Metz sur le CA Bastia, un tout petit but. Tout comme pour Nancy qui s'impose sur le score de 2-1 devant Dijon, le futur adversaire des Crocos. Jonathan Haïté a été l'un des buteurs brestois pour une victoire surprise des Bretons sur la pelouse de Niort. Autre victoire à l'extérieur, cette fois-ci plus nette, celle d'étonnant Cristolien qui nous refait un petit peu le coup du début de saison. Ils ont passé pas moins de 3 buts à 3 sur la pelouse du Stade de l'Aube. Et puis Mathieu Duhamel qui offre le but de la victoire au Stade Malherbe de Caen, 1-0. Un succès plus estimable qu'une victoire sur tapis vert. Voilà, on va dire ça comme ça. Au classement, la Ligue 1 ne saurait échapper en tout cas à Metz, qui compte 8 longueurs d'avance sur Lens et 12 sur la 3e place partagée entre Caen et Nancy. Derrière, le groupe Eto ne désarme pas, avec Angers à 51 points, Niort à 50 ou encore Tours à 47. Et puis en bas de classement, Bastia reste lanterne rouge. Istres passe 19e et Nîmes demeure à 3 points de la 15e place, détenue par Châteauroux, avec 2 autres équipes en ligne de mire, Laval et Auxerre. Laval, on l'a dit, qu'on rencontrera au Costières. Ce sera au tout début du mois de mai. Et puis sur l'actualité de cette Ligue 2, sachez qu'Ajaccio va retrouver la Ligue 2 l'année prochaine. L'AC Ajaccio, après sa défaite face au Sporting Club de Bastia, un succès qui a réjoui notre directeur d'antenne Pierre-Paul Castelli. Et c'est également aussi la découverte de la Ligue 2 la saison prochaine pour Luzenac, commune de 640 habitants au cœur du parc naturel régional de l'Ariège, célèbre pour son talc, où on était allé filmer une rencontre nationale au stade Paul Fédou, qui désormais joue à Foix et qui devrait en tout cas découvrir la Ligue 2 si tout est bien validé du côté de la LFP. Avec un envahissement du terrain sur but. Le terrain était un dénivelé à Paul Fédou. Ils sont tombés de la butte, il y a eu un envahissement du terrain. Voilà, c'était un dénivelé. Le seul terrain où le ballon parfois peut prendre des trajectoires particulières. Au programme de la 34e journée, match important dans la lutte pour la montée entre Angers et Caen, défaite interdite pour Auxerre, mais pour Auxerre uniquement, face solidaire Messem. Et puis un déplacement très important pour les Crocos sur la pelouse de Gaston Gérard, on le disait à Dijon. On sera également attentif à la réaction des Istriens qui recevront vendredi Châteauroux à Parsemin. Vous êtes attentif, tiens, Jean-Marc Conrad, au parcours du FC Metz? Oui, forcément, parce que c'est un club qui a bercé toute mon enfance et les 30 premières années de ma vie, donc où j'ai été partenaire, où j'ai joué au football. Alors, j'ai pas joué au FC Metz, mais j'ai joué sur les terrains du FC Metz. J'ai été longtemps dans les couloirs du FC Metz. Donc, bien évidemment, et je fais souvent d'ailleurs le parallèle entre Nîmes Olympique et le FC Metz, notamment dans l'opération 12e homme. Je me suis un peu inspiré de choses qui ont été faites il y a bien longtemps. Et c'est vrai qu'à Metz, quand on appelait à la mobilisation, ça répondait systématiquement présent. Et j'ai vu que c'était pareil chez nous. Donc ça n'ira qu'en grandissant. Mais bon, je leur souhaite bon vent et j'espère que bien on les envie forcément. Mais un jour viendra. Un jour viendra. La roue tourne, ce n'est qu'une question de diamètre. Alors vous évoquiez votre passé lorrain. Qu'est-ce qui vous a fait aimer le Sud ? J'ai passé toutes mes vacances dans le sud de la France. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a fait aimer le Sud? C'est que j'aime cette ambiance festive, j'aime ce caractère, parce que je viens d'une région où il y a une identité forte et on est très attaché à sa terre et aux valeurs. Et j'ai retrouvé ça ici. Que faisiez-vous le 14 mai 2010 ? De mémoire, je crois que je devais être du côté du Parc des Sports, en train de fêter une montée en Ligue 1 ou quelque chose comme ça. Je vois que vous avez une excellente mémoire, aussi affûtée que celle de notre radio Olivier Martinez. Regardez ces quelques images, on vous les offre. C'est l'évocation de cette montée en Ligue 1. On rappelle, vous étiez arrivé à la tête de l'Athletic Club arlésien un jour d'octobre 2008. Vous avez pris la présidence. Ensuite, vous avez fait monter le club, en tout cas du national en Ligue 2. Il y avait déjà eu une dynamique initiée de la CFA2 jusqu'au national, avec à la tête un certain entraîneur Michel Estevan. Le club obligé de se délocaliser pour répondre aux exigences du foot pro du côté du Parc des Sports d'Avignon. La montée en Ligue 2, et puis, une saison plus tard, comme vous l'aviez dit ce soir-là, tous les pronostiqueurs disaient qu'on ne resterait pas une saison en Ligue 2. Ce fut le cas. Non, tout le monde disait que nous ne resterions qu'une seule saison en Ligue 2. Et ils avaient raison. Voilà.
On voit ici la fête autour des supporters arlésiens, club qui l'an passé a fêté son centenaire fondé en 1913. Et ça reste vraiment, au-delà de tout ce qui a pu se passer, d'un des moments magiques qui resteront gravés à vie. Oui, c'était une aventure. Arles, ça a été une aventure. Maintenant, on savait que, compte tenu du côté infrastructurel et un peu hybride de la situation, s'inscrire dans la durée, ça serait un peu compliqué. Bon, je croyais pas si bien dire, je pensais pas que ça serait si court, mais voilà. Après, on peut pas comparer Arles et Nîmes, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas comparer une Ferrari et une 2 chevaux, quoi. C'est impossible. Le soir de la montée, justement, vous aviez dit que vous étiez fixé un plan de travail de 7 ans pour Arles. Bon, ça a été beaucoup plus court du fait des aléas du foot pro et puis de la vie d'un club. Pour vous, vous êtes fixé quelle feuille de route pour le Nîmes Olympique ? Nous sommes en train de l'écrire, hein, de le formaliser, le projet, parce que je crois que c'est important de tracer une feuille de route, au moins pour avoir des bouées de passage et pour se donner des repères quantifiables et qualifiables, autant pour nous que pour les partenaires que pour le public. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le football a changé, l'image du football a changé également, et nous avons la chance au Nîmes Olympique d'avoir une citadelle qui s'appelle les Costières, qui est en ville, qui est au milieu de la ville et qui est presque un monument de cette ville. Et je pense qu'il faut le faire vivre. Donc c'est un peu dans cet axe-là. C'est un axe éco-sociétal qui s'inscrit dans la métropole, qui s'inscrit dans la ville, qui s'inscrit dans le département. Et je crois que le Nîmes Olympique appartient à tout le monde. Et il y a un petit bout du Nîmes Olympique en chacun. Donc le but, c'est que si on veut que le Nîmes Olympique soit entier, comme il y a un petit bout en chacun, il faut que chacun soit au stade les soirs de match. Comme ça, au moins, nous sommes sûrs d'avoir l'édifice complet. Les supporters nîmois ont déjà vu plusieurs têtes connues du côté de la Bastide, notamment Sébastien Piocel, que vous connaissez bien, oui, pour avoir été son président du côté d'Arles. Également Stéphane Duprat. Est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent, qui évoquent la préparation de la saison à venir ? Oui, si vous voulez, on n'avance pas. Aujourd'hui, on gère un petit peu le quotidien parce que je pense que la priorité, elle est aux sportifs et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la situation sportive n'est pas favorable, donc il faut la rendre favorable et obtenir ce fameux Graal que nous cherchons qui est le maintien. Après, bien évidemment, vous avez des garçons comme Sébastien Piocel qui a laissé plutôt de bons souvenirs et qui connaît quasiment tous les joueurs de l'effectif, qui est venu leur dire bonjour, qui est passé 1 fois, 2 fois et 3 fois leur dire bonjour en me demandant l'autorisation de le faire. C'est quand vous avez quelqu'un qui aime le Nîmes Olympique et qui veut donner de l'influx positif, comment lui dire non si jamais il veut passer dire bonjour. Après, s'inscrire dans le temps, dire qui fera quoi, comment, combien, à quel rythme, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Il y a un staff qui est en place, qui est compétent. Donc ça veut dire que de ce côté-là, on va continuer très certainement comme nous sommes aujourd'hui. Et voilà, après les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont encore sous contrat l'année prochaine. Donc vous reverrez l'année prochaine. Des décisions ont été prises déjà ? Non, les décisions n'ont pas été prises. Mais en tout cas, la certitude que nous avons, c'est que les gens qui sont sous contrat, ils seront là l'année prochaine, puisqu'ils sont sous contrat. Et les gens dont le contrat s'achève, on pense notamment à Cyril Merville, par exemple ? Il y a beaucoup de joueurs, vous savez, pour qui j'ai beaucoup d'estime, de considération, ils le savent parce que je leur ai dit. Je pense que l'heure n'est pas aujourd'hui à se poser et à se préoccuper de l'avenir de chacun. Je sais que le football, c'est un sport collectif qui se pratique parfois individuellement, mais là, exceptionnellement, sur les 6 matchs qui restent, on va essayer de pratiquer un sport collectif, collectivement, et je pense que ça nous donnera très certainement tout le bonheur que l'on attend. Vous avez envie de refaire rêver les supporters nîmois qui sont dans l'attente et dans cette nostalgie de la grandeur du club ? J'ai envie de faire rêver les supporters nîmois, j'ai envie de rêver moi aussi, j'ai envie de faire rêver les partenaires, et au-delà de les faire rêver, c'est amener quelque chose de supplémentaire qui fera que ça rendra un service à chacun dans son domaine, et ça lui apportera, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, que sur le plan émotionnel, que sur le plan affectif. Donc, et mon job de président et ma vision du Nîmes Olympique, c'est celle-là. Olivier, rapidement. Juste un mot rapide, juste pour dire que moi j'ai l'intime conviction que Jean-Marc sera un grand président et sûrement le président que l'on attend depuis des lustres parce que je sais ce qu'il est capable de faire et je l'ai vu faire. Et je sais qu'il y a le potentiel de Nîmes, s'il a les moyens de faire ce qu'il veut faire, ça sera fantastique. Et justement à ce sujet, pour être un grand président, il y a 2 questions, il y a 2 interrogations que les supporters se posent. La première, c'est est-ce qu'on va relancer la formation à la Nîmoise avec des Nîmois ? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'elle est un peu en stand-by. Et la deuxième, on parlait d'une enceinte comme les Costières qui est magnifique. Malheureusement,
les supporters, les premiers le râlent souvent. Et on sait que ça ne dépend pas que du club, notamment de la municipalité. Le bâtiment est quand même en train de mal vieillir. Et beaucoup de choses sont à revoir au niveau de l'enceinte. Est-ce qu'il est prévu? Est-ce que ça a été vu? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à ce moment? Je vous dirais deux choses. La première, c'est que j'ai encore pas rencontré le maire et ça ne saurait tarder. Mais j'ai eu le loisir de discuter avec des élus. La deuxième, c'est qu'il y a eu quand même des choses qui ont été faites sous l'ère de Jean-Louis Gazot. Il y a quelques mois, il y a une checklist qui a été faite de choses à faire dans le stade. Et ça a déjà commencé, c'est déjà en route. Donc ça veut dire que la mairie n'a pas perdu de temps pour faire ce qu'elle avait à faire. Et je pense qu'elle n'a pas attendu Jean-Marc Conrad. Donc ça, c'est très positif. La deuxième, c'est que concernant la formation, en tout cas ma vision de la formation, et si tant est qu'elle soit importante, mais la vision de Bernard Blacas, c'est de dire aujourd'hui, les jeunes qui sont près de chez eux doivent, et en tout cas les Gardois en priorité, doivent intégrer le Nîmes Olympique. Aujourd'hui, c'est interdiction de voir des jeunes partir à Montpellier, à Lyon, à Monaco, à Arles, où il n'y a même pas un centre de formation agréé. Donc ça veut dire qu'il faut que nous gardions nos jeunes, parce que l'expérience a montré que quand un jeune fait sa formation ou sa préformation près de chez lui, il est proche de ses parents, proche de son noyau familial, et il y a un niveau de performance qui est nettement supplémentaire. Et souvenez-vous de l'époque de Patrick Champ, de René Girard. Ils viennent d'où? Ils viennent pas ils ont été formés où? Voilà, Jeune Champ, il a été formé où? Vous le disiez tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Et on a tendance souvent, ce que j'appelle le syndrome du pêcheur, on est sur une berge et on dit je vais pêcher loin, et on pêche sur l'autre berge. Voilà. Et que celui qui est de l'autre côté pêche devant. Donc je trouve que c'est complètement ahurissant. Revenons à des choses simples. Et je pense qu'on aura des résultats qui seront surprenants. On vous le souhaite. Jean-Marc Conrad, président du Nîmes Olympique. La réponse à la photo mystère, Olivier a trouvé. Je vous rassure, c'était Olivier Bousquet. Jean Bousquet. Jean Bousquet, ici, en discussion avec Thierry Roland. J'ai vu au Cossière, je l'ai vu. Sur cette photo de nos amis de Planète Nîmes Olympique. Voilà, l'ancien député maire de Nîmes qui fut président, Patrick, de 82 à 91. Oui, moi j'étais. Année de la montée en D1. Oui, tout à fait. C'était quelqu'un de bien aussi. Boulard, qui a fait de très belles choses aussi pour le club. Merci messieurs, en tout cas, pour votre participation à cette émission. Merci à vous. Bon match à Dijon, Jean-Marc Conrad, vendredi soir du côté de Gaston Gérard. Belle soirée à toutes et à tous et... Allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.